Bonjour, je suis Pascale Dominique Russo, je suis journaliste, et j'ai beaucoup écrit sur l'économie sociale et solidaire et d'une manière générale sur les questions sociales. Avant d'être à la retraite, j'ai travaillé pour une mutuelle qui s'appelle Corum et j'y ai constaté une souffrance au travail considérable. Et j'ai aussi constaté un tel écart, une situation quasiment schizophrénique entre les propos tenus à l'extérieur par la mutuelle et le sujet même des travaux de l'organisme, qui était la santé au travail dans les associations, puisque Corum s'occupe de la protection sociale des associations. Et il y avait un pôle de recherche qui s'appelle CIDES, dans lequel, précisément, on travaillait sur la santé au travail. Et moi-même, j'étais rédactrice en chef de cette newsletter qui travaillait précisément sur ce sujet. Et donc, cette dichotomie, cette schizophrénie était absolument insupportable. C'est-à-dire, on voyait des personnes pleurer, des personnes qui étaient au bord du burn-out, et on travaillait sur ce sujet. On donnait des conseils aux associations sur ce sujet. Et alors j'ai décidé, quand je serai à la retraite, d'écrire un livre, parce qu'il me semblait que là, il y avait un véritable, voire un mensonge, il y avait quelque chose de trop difficile et d'inacceptable qui rendait le salarié conscient de l'engagement dans l'économie sociale et solidaire, qui le faisait particulièrement souffrir. Voilà. Et donc vous avez travaillé, vous avez donc écrit un livre, Souffrance engagée au travail, dans le milieu engagé, pardon. Vous en avez tiré un certain nombre d'enseignements de cette étude que vous avez fait en immersion, on va dire. Alors en fait, c'est quand je suis partie en retraite, donc en 2015, j'ai décidé de faire ce livre, comme je viens de vous l'expliquer, et j'ai vérifié d'abord auprès d'universitaires, auprès de syndicalistes, que mon intuition était la bonne. Je me suis dit, ce que j'ai vu à Corum, est-ce vrai? Ce que j'ai vu à Corum dans une mutuelle, est-ce que ça fait système? Est-ce que dans les associations, ça n'existe pas aussi, cette espèce de mensonge entre la réalité et je fais le bien, donc je n'ai pas besoin de m'occuper des ressources humaines, voire je laisse faire, les conseils d'administration laissent faire l'exécutif et ne veulent surtout pas voir ce qui se passe. Donc j'ai un peu, dans un premier temps, pour faire cette enquête, qui est plus une enquête qu'une étude d'ailleurs, j'ai vérifié que mon intuition était la bonne. Et une fois vérifié ce point, j'ai donc commencé à enquêter, ce qui m'a pris du temps. J'ai mis 1 an et demi à faire cette enquête de 180 pages. Et j'ai donc été voir des personnes de 2 associations, de 2 structures mutualistes, la Massif, 18 000 salariés, avec la fusion, 10 000, avec la fusion avec Azeo, 18 000, Corum, 200 salariés, maintenant intégrés chez Harmonie Mutuelle, avec Harmonie Mutuelle, et 3 grandes associations, France Terre d'Asile, Emmaüs, alors avec ces 3 sous-groupes, Emmaüs Solidarité, Emmaüs France et Emmaüs Solidarité Internationale, et évidemment SOS. Donc voilà, c'est donc un gros travail parce qu'il a fallu interviewer une vingtaine de personnes, et les personnes ne parlent pas forcément aisément, c'est-à-dire que j'ai dû passer beaucoup de coups de fil, mais c'est tout l'intérêt de l'enquête, c'est-à-dire que voilà. Et donc, mon avis, et ce que j'en ai retenu d'essentiel, c'est que, par exemple, dans le groupe SOS, dans la structure qui est, disons, la structure fêtière, c'est-à-dire dans le GIE, le groupement d'intérêt économique, ce qu'on constate, je ne parle pas de tout ce qui a été filialisé, là, c'est ce qu'on m'a rapporté, par exemple, c'est qu'il y a un empêchement syndical. C'est-à-dire que la volonté de la direction de SOS
d'après ce qu'on m'a rapporté, et je pense que ce n'est pas tout à fait faux, parce que j'ai interviewé ensuite la direction, on se limite à ne pas avoir 50 salariés pour éviter la création de CE ou CSE maintenant. Donc par exemple, ça c'est quand même une information de taille. Ensuite, donc l'économie sociale et solidaire ne fait pas toujours bon ménage avec le droit des salariés. Ensuite, ce que j'ai constaté dans une association comme France Terre d'Asile, c'est que le conseil d'administration, depuis 23 ans, se taisait en partie, sauf quelques membres, face à une direction aux méthodes répugnantes, franchement, avec les salariés. Aux méthodes, par exemple, lorsque les salariés en 2002 ont fait grève, il n'y a pas été de main morte. Plus des pratiques, tout ça, on laisse les... Donc ça pose la question de la gouvernance. Et également, à SOS pose la question de la gouvernance, qui intéresse votre sujet du jour. Donc ça pose vraiment la question, qui gouverne? Est-ce qu'on laisse la main toujours à l'exécutif, ou est-ce que les conseils d'administration s'intéressent aussi aux questions des ressources humaines, et est-ce qu'on donne le droit, à quel droit on donne aux salariés? À Emmaüs Solidarité, les choses sont un peu plus complexes, parce qu'il y a de l'innovation à Emmaüs Solidarité. Il y a de l'innovation parce qu'on sait que, par exemple, depuis 2008, les salariés, les compagnons reçoivent un pécule. Pourquoi l'abbé Pierre n'était pas du tout favorable. Bon, on sait pourquoi, parce que l'abbé Pierre concevait tout dans le don et contre-don. Donc ça c'est important, mais si vous voulez, il y a un pécule, donc ça c'est déjà un grand progrès. Mais il y a une innovation dans le sens aussi où ce don contre don est aussi intéressant parce qu'au fond c'est quelque chose qui appartient à l'économie sociale et solidaire, le don contre don. Mais c'est pas suffisant parce que se glissent là-dedans des formes d'exploitation. Alors le don contre don, ça aussi, ça grille un peu la relation de subordination des salariés vis-à-vis de leur patron. Et ainsi, à Emmaüs Solidarité, on fait monter des gens qui ont été compagnons auparavant, et on les fait monter comme chefs de service. Donc ce qui est très bien, on se dit super, on fait du social dans le social. C'est ce qu'explique une de mes témoins. Et si vous voulez, parfois, il s'avère que ces chefs de service ne sont pas toujours à la hauteur, ils n'ont pas forcément été bien formés. Donc vous voyez, dans l'innovation, il faut aussi se méfier, il faut aussi former les gens. Je ne dis pas qu'Emmaüs a le temps. Et puis Emmaüs, par exemple, Emmaüs Solidarité, qui est sur le terrain, qui fait des choses formidables, il ne s'agit pas du tout de salir Emmaüs, hein. Et sur le terrain, Emmaüs a voulu répondre à la crise migratoire, entre guillemets migratoire, crise migratoire, entre guillemets crise, hein, depuis 2015. Donc à force de vouloir répondre, ce qui a priori, on se dit c'est très très bien, mais se retrouve dans la concurrence des appels d'offres. Vous voyez, donc cette concurrence elle est terrible, parce qu'on arrive à du moins-disant social. Donc, vous voyez, il y a tout un contexte aussi socio-économique qui est aussi à l'origine de la souffrance des salariés. Donc, voilà, mon livre, il parle de ça, il parle à la fois de la souffrance des salariés liée à une gouvernance, à mon avis, très peu pensée. Il parle, si vous voulez, on fait le bien, donc on le fait bien. On n'analyse pas le travail, il peut être aussi lié à des innovations, pas suffisamment, mais il est aussi lié à la crise et à l'abandon par le gouvernement, par les pouvoirs publics, des associations, en gros à l'abandon de l'État-providence, et ça depuis les années 2000, si vous voulez, depuis la LOLF, depuis la loi organique de finances, c'est-à-dire qu'on ne fait que dans le quantitatif et la qualité. Donc voilà, ça c'est la deuxième. Et puis je crois que les salariés, on le voit bien dans les témoignages qui existent, c'est que les salariés sont prêts à tout donner, par exemple à SOS, à tout donner, et à France Terre d'Asile aussi. Normal, on travaille avec des migrants, comment est-ce qu'on
Comment est-ce qu'on peut ne pas tout donner, ou même pour le commerce équitable? C'est ce qu'ils disent les salariés. Et ils ont aussi l'amour du travail bien fait. Et ça, par exemple, à SOS, on ne leur reconnaît pas ça. Donc ils souffrent aussi de ça. Mais donc ils souffrent parce qu'ils sont dans cette espèce de contradiction. Ça, c'est le troisième angle de mon livre. Donc voilà, en gros, j'ai enquêté là-dessus, j'ai une vingtaine de personnes. Et là où il y a le plus, en effet, ce que je sais, si vous voulez, là où il y a eu le plus de cas de grandes difficultés, dans les témoignages que j'ai, c'est plutôt dans les mutuelles, si vous voulez, bizarrement, où il y a eu effectivement des cas de tentatives de suicide. Bon, ça m'a été rapporté, mais bon, il est très possible que dans les associations aussi. Mais il faut quand même savoir, pour en revenir à la gouvernance et à l'absence de réflexion sur les ressources humaines, sur la bienveillance aussi nécessaire, il faut quand même savoir que Emmaüs ne s'est doté d'un service RH qu'en 2012. Donc c'est très tard, si vous voulez. Vous voyez, les associations, elles n'étaient pas préparées. Et donc il faut vraiment qu'elles réfléchissent, mais elles sont un peu coincées à leur décharge. Parce que le New Public Management est arrivé depuis les années 2000 et de plus en plus. Et avec ce gouvernement, je ne vais pas cacher ma critique, je pense qu'on ne peut que dire que ce qui est fort représenté, c'est le social business quand même. Voilà. Et puis, je crois qu'on a quand même, depuis les années 2000, je répète ce que j'ai déjà dit, je crois qu'il faudrait remettre au centre, je crois, mais ça demande, je crois qu'il faudrait vraiment des politiques publiques qui remettent au centre le projet associatif. Ce qui ne veut pas dire qu'il faudrait dépenser beaucoup, bien sûr, sans doute il faut rationaliser des choses. Mais il faut aussi que l'innovation sociale reste, que des corps intermédiaires existent, qu'elle ne soit pas que dans la logique de sous-traitants des pouvoirs publics. Enfin, Mathieu Elie, on parle très bien de ça, si vous voulez. Il faut vraiment... Mais ça demande... vous voyez qu'il y a encore des corps intermédiaires, et elles sont des corps intermédiaires, qu'elles soient reconsidérées comme des corps intermédiaires, et qu'elles fassent de la politique au sens noble du terme, et qu'elles ne soient pas pour autant attachées uniquement à la gauche ou autre chose, mais qu'elles fassent de la politique pour les migrants, pour les personnes en difficulté, comme elles l'ont été, comme elles l'ont fait. Qu'elles soient des partenaires, comme dit Nicole Hirsch dans le livre, qu'elles définissent des politiques publiques. Et ça, je crois que ce serait qu'elles soient avec les pouvoirs publics, qu'elles déterminent des politiques publiques. Voilà, ce qui n'est plus du tout le cas.